Bonjour à tous. On va commencer. Je suis la garante de l'heure pour ces deux interventions. On a un petit peu de retard. Donc, installez-vous, on commence. Donc, je vous présente et je remercie Frédéric Tordeau d'être parmi nous. Vous le connaissez certainement par ses écrits, comme le Moi Cyborg, par exemple. Donc, Frédéric Tordeau est psychologue clinicien, psychothérapeute, psychanalyste, doctorant en psychologie clinique, chercheur associé en psychologie et neurosciences sur le sujet connecté à Paris-Cité. Et vraiment, voilà, on est dans cette question de la santé mentale, de la connexion de nos enfants et de nos adolescents, comment travailler avec eux, avec leur subjectivité, la question voilà, de cette connexion. Comme le temps passe, je ne vais pas prendre la parole et vous laisser le temps. Vous êtes dans le noir ? Vous voulez pas être dans le noir. Voilà. Je suis là pour le dire. Est-ce que c'est possible peut-être de... Si c'est obligatoire de mettre le public dans le noir? Que la lumière soit. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vous partager un certain nombre de choses sur le sujet contemporain qu'on pourrait sous-titrer à l'ère du numérique et des technologies. Mais pas seulement. Vous verrez qu'aussi, je vais essayer de toucher du doigt ce qui serait de l'ordre du malaise actuel, qui engendre des malaises actuels qu'on pourrait dire sociétal, et qui émerge effectivement dans un contexte où les technologies ont cette importance que nous connaissons. Alors, ce qu'il faut envisager, c'est qu'aujourd'hui, on est les témoins d'une rupture anthropologique fondamentale. C'est-à-dire qu'on est au sein d'une ère contemporaine marquée par un certain nombre de déclins, et notamment le déclin de l'influence des mythes religieux, de certaines normes symboliques, de certains repères sociaux, mais aussi par l'émergence de nouvelles expressions subjectives, notamment sur le plan identitaire, de l'identité, qui se trouvent de plus en plus fluides. Alors on parle de, vous savez, de genre fluide, de gender fluide, mais ça s'insère plus globalement dans une réalité psychique qui est celle que le sujet contemporain vit dans deux mondes. Et ça, c'est vraiment très important. Il vit dans une réalité physique couplée à une réalité numérique et technologique. Et
il y a un incessant va-et-vient entre ces deux mondes, du fait notamment de la portabilité des systèmes d'information et de communication, notamment le smartphone, notamment quand Internet est arrivé effectivement sur le téléphone portable, parce qu'on l'oublie, mais le smartphone, disons, sa révolution, c'est que c'était un outil connecté. Eh bien, il y a un incessant va-et-vient entre deux réalités, celle numérique et physique, qui va constituer à l'intérieur de la réalité psychique des sujets un seul et même monde, la représentation d'un seul et même monde. Et donc il va exister une sorte de traversabilité psychique. Vous voyez, c'est comme si on était dans le film Matrix, sauf que l'une et l'autre des réalités coexistent d'une manière plus ou moins harmonieuse. On n'est pas dans cette séparation radicale, mais on est dans cet effet de traversabilité d'une réalité à l'autre. Et bien sûr que les technologies, aujourd'hui, disons les industriels des technologies souhaitent effectivement métisser de plus en plus la réalité. Ces réalités-là. Mais elles sont déjà métissées à l'intérieur de notre réalité psychique et en particulier, réalité subjective on pourrait dire, et en particulier effectivement chez les générations qui sont nées qui sont des générations connectées, qui sont nées donc avec cette autre réalité dans laquelle ils interagissent, mais également ils se constituent. Et ça, c'est vraiment essentiel à envisager, c'est qu'aujourd'hui, nous ne construisons notre identité que parce que nous sommes aussi connectés. Ça, c'est vraiment essentiel à penser, et même, j'ai envie de vous dire, presque le paradigme s'est inversé. C'est-à-dire qu'alors que la réalité physique était prégnante dans la construction identitaire, aujourd'hui, on pourrait dire que la réalité numérique et technologique est prégnante dans la construction identitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image du corps, ça veut dire que l'ensemble de l'identité s'étaye aussi à partir de supports numériques. Alors, je ne vais pas vous faire la fin du film avant de le dérouler, mais disons que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les sujets aujourd'hui, pour un certain nombre de sujets aujourd'hui, l'image, le corps numérique est aussi réel que leur corps physique. Et que donc, on doit se départir de l'idée qu'il y a une séparation radicale, comme on le faisait, entre le réel et le virtuel. Et notamment en ce qui concerne l'identité et cette image, et la construction de l'image du corps. Donc, les adolescents construisent l'image du corps, leur image du corps en fonction effectivement de référentiels numériques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça prend autant d'importance chez eux, quoi? L'apparence de leur avatar numérique. Ce qu'on appelle les skins, c'est-à-dire la peau. Autrement dit, ce sont des peaux secondaires qui prolongent leur image du corps. Et donc nous sommes dans un tournant anthropologique où le vrai et le faux sont en train d'être remis en question. Où le corps numérique et le corps social et physique sont en train de se mêler, de se métisser, au point où l'un et l'autre sont une réalité à part entière. Donc ça bouleverse les repères traditionnels, ça en construit évidemment d'autres, et on pourrait considérer le sujet contemporain comme un hybride, un cyborg,
non pas un robot, hein, mais un cyborg, c'est-à-dire un être dont le psychisme est à l'interface entre deux réalités psychiques, deux réalités très, très différentes. Très différentes. Donc de nouvelles formes d'existence, mais aussi de nouvelles formes de troubles psychiques ou de configurations subjectives inédites font ainsi leur apparition. Et au sein de celles-ci, nous observons notamment sur le plan maintenant de la santé mentale, parce qu'évidemment que cette transformation crée de nouvelles normalités, mais également de nouvelles problématiques psychopathologiques en psychopathologie, et notamment sur le plan narcissique et identitaire, nous allons en parler, qui s'accompagne de souffrances et notamment un vécu prononcé de vide et une certaine errance dans le processus de subjectivation. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le processus de subjectivation, eh bien c'est la capacité d'un sujet d'être sujet, justement. C'est-à-dire d'être sujet de ses propres états psychiques, de ses pensées, de ses émotions. Ça va avec ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire la capacité du sujet à se dédoubler à l'intérieur de lui-même pour se regarder, pour s'auto-représenter. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que nous existons pleinement en tant que sujet à partir du moment où nous sommes précisément un autre pour nous-mêmes. Or, vous avez des sujets qui sont de plus en plus collés à eux-mêmes, qui ne se dédoublent plus, qui ne sont plus divisés à l'intérieur d'eux. On va en reparler. Alors, ces manières de se dédoubler dans le numérique n'y sont peut-être pas étrangères à ce bouleversement en psychopathologie, mais elles ne doivent pas occulter toutes les dynamiques d'effacement à l'œuvre dans les sociétés marchandes, dans des logiques que le philosophe allemand Axel Honneth a appelé la réification, c'est-à-dire cette capacité ou incapacité à, et on va le travailler comme capacité ici, cette aptitude, cette capacité à faire des autres et de soi une chose, un objet, c'est-à-dire de les réduire à quelque chose qui est de l'ordre du non-vivant. Et on va y revenir, et c'est peut-être pas étranger effectivement, parce que nous interagissons constamment avec des machines, qui plus est avec l'émergence aujourd'hui des intelligences artificielles, où il est difficile finalement de savoir si, quand nous interagissons avec une machine, c'est un être humain, mais aussi si, quand nous interagissons avec un être humain, c'est une machine. C'est-à-dire qu'il y a aussi, encore une fois, un brouillage des repères traditionnels autour de ce que c'est que d'être un sujet, ce que c'est que d'être un humain. D'ailleurs, l'émergence de l'intelligence artificielle vient nous angoisser précisément parce que cette émergence nous interroge sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui alors nous détermine? Si notre spécificité, si les spécificités que nous avons toujours pensées à l'origine de l'humanité comme le langage ne sont plus précisément des spécificités humaines, qu'est-ce que nous sommes? Et ça nous angoisse terriblement parce que ça nous met, effectivement, ça nous jette dans un vertige, un abîme précisément de la subjectivation, c'est-à-dire du sens de ce que c'est que d'être un sujet. Alors, donc on vit dans une réalité psychique couplée à une réalité numérique, et il y a un contexte social peut-être qu'on pourrait dire du mal-être dans la subjectivation. Alors, moi j'aime bien revenir sur ce que dit Jean Baudrillard,
le philosophe Jean Baudrillard, sur cette problématique centrale du sujet contemporain qu'il lie à la société de consommation. Et il dit « le sujet, en tant que concept, est mort. À la place va émerger un individu neutre. » Donc, il va distinguer la notion de sujet de la notion d'individu. Un sujet, pour lui, ça s'affronte à une altérité, avec sa subjectivité, et ça repose sur une fondamentale division réflexive interne, et sur une altérité aussi interne. Je suis un autre pour moi-même, je me dédouble, etc. Mais la configuration des sociétés actuelles ne laisse plus la place ni à la division, ni à la négation, pour lui. Et donc l'individu qui en découle est une sorte de monade individualiste. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que ce changement s'expliquerait par un changement de culture. C'est-à-dire que la culture du sujet, c'est une culture de l'action, du sujet en action, alors que celle de l'individu, c'est une culture de l'opération. Qu'est-ce que c'est que la culture de l'opération? C'est une culture qui va intégrer un individu dans une masse, dans la masse, et dans un réseau de communication auquel il ne faut pas qu'il se débranche. Donc c'est un individu qui est constamment branché à un réseau. Et l'individu, pour lui, n'a plus de détermination personnelle. Il fait simplement, si vous voulez, fonction dans un ensemble comme opérateur, comme agent de la masse et aussi comme consommateur. Parce que cette société, dit-il, n'accorde plus une place de sujet dans un ensemble, ni comme sujet social, ni comme sujet politique, ni comme acteur économique, ni encore comme sujet psychique, ce qui va engendrer la difficulté, effectivement, de devenir jeu. Et à ce moment-là, l'individu, puisqu'il n'est plus jeu, devient un être interchangeable, sans épaisseur, parce que sans possibilité d'un dédoublement réflexif, d'une subjectivation, pour construire quoi? Des idéaux, des valeurs, des convictions politiques, ou même un récit de sa propre histoire. Et donc ce que l'on va observer, c'est aussi une coupure par rapport à ses racines, et notamment ses racines ancestrales. Alors ce processus, il s'est amplifié, voire radicalisé, selon certains auteurs, et notamment le philosophe Zygmunt Bauman, qui évoque dans ce contexte une vie devenue, peut-être l'avez-vous entendu, une vie devenue liquide. Alors qu'est-ce que c'est une vie liquide? C'est une vie de consommation qui va traiter tous les fragments du monde, c'est-à-dire les personnes, mais aussi les choses, comme des objets, qui perdent leur utilité aussitôt qu'on les utilise. Autrement dit, l'objet de consommation et le déchet vont être des pôles sur un continuum sur lesquels tous les membres de la société vont être posés. Et donc l'autre, ainsi que moi-même, l'autre va être partagé entre sa consommation et son évacuation comme déchet. Alors ce faisant, il perd évidemment peu à peu son intérêt en tant qu'objet du désir. Et la vie liquide va se nourrir, si vous voulez, de l'insatisfaction du moi par rapport à lui-même, c'est-à-dire que le sujet est en incessante quête d'un moi, d'une identité, qui a pour corollaire cette quête qu'elle dote ce qui dans le monde ne fait pas partie du moi, d'une valeur essentiellement instrumentale. Ce qui nous permet, en passant, de remettre en interrogation l'inflation, toute médiatique d'ailleurs, de ce qu'on appelle la perversion narcissique. Dans la mesure où cette société conduit par elle-même à des formes de perversité ordinaire, où l'autre est un objet à consommer puis à jeter. Et vous verrez que la technologie y prend sa part, bien évidemment, avec un certain nombre de phénomènes que nous allons évoquer juste après.
Donc le sujet devient un objet de consommation pour lui-même, un produit. Alors bien sûr, on force le trait ici. C'est pas comme ça que nous interagissons les uns avec les autres, toujours, chaque fois que nous sommes en action. Simplement, il y a effectivement un certain nombre de souffrances et un certain nombre d'expressions subjectives qui évoquent effectivement cette réduction de l'autre ou de soi à une chose, pour reprendre le terme d'Honneth autour de la situation de réification. Alors je vais vous donner un exemple de ce malaise dans la subjectivation qui est tiré de la fiction, hein, bien parce que... alors d'autres exemples réels que je vais vous donner, mais avec des fragments un peu plus courts, auraient pu être pris dans un autre contexte que celui d'une conférence publique, mais celui-ci, cet exemple, il est tiré, et je crois qu'il illustre assez bien ce que nous entendons par malaise ou mal-être dans la subjectivation, c'est qu'il est tiré d'un épisode de la série dystopique que vous connaissez sans doute, Black Mirror. Et donc cet épisode, c'est Aang the DG, épisode 4. Je vous invite à aller le voir après la conférence. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe ? Les célibataires vont être soumis à une intelligence artificielle que l'on voit à droite, enfin c'est le support de l'intelligence artificielle, qui va leur imposer des rencontres avec des partenaires successifs. Et c'est-à-dire que le but ultime va être de trouver, par l'intermédiaire de cette IA, le match parfait. Mais chaque relation a une date d'expiration. Donc les partenaires sont soumis à cette intelligence artificielle. Le but, c'est le match parfait et il y a une date d'expiration. Alors Amy, le personnage Amy, qu'on retrouve à gauche sur l'image, se voit attribuer Frank, qu'on retrouve à droite, et tous les deux aspirent à des connexions profondes. Autrement dit, à des connexions qu'on dirait en psychanalyse pulsionnelles. Alors que la connexion est forte, eh bien l'IA décide pourtant de leur attribuer une durée de 12 heures de relation et les contraint à entamer de nouvelles rencontres, les plongeant dans un cycle incessant de partenaires temporaires. Ces rencontres multiples ont des conséquences psychiques sur Amy, qui va se dissocier progressivement de ses expériences affectives. Alors elle décrit à Frank, à un moment donné, une sensation de détachement par rapport à elle-même, avec le sentiment d'être un observateur extérieur de son propre corps. Je la cite, « J'étais avec un type machin chose », donc un partenaire que l'IA avait choisi pour elle. J'ai eu cette expérience extracorporelle. Je suis littéralement sorti de mon corps. C'est donc une dissociation qui constitue une manière de se couper de l'aspect traumatique et ou insatisfaisant de la situation. Et ici, qu'est-ce que fait Amy ? Eh bien, elle se dissocie progressivement de sa personnalité originelle, spontanée, curieuse et enthousiaste, tout en incarnant une nouvelle identité désincarnée qui la conduit à ne plus se sentir vivante. Elle devient plus apathique, résignée et mécanique, sans s'investir émotionnellement dans ces relations éphémères imposées par l'intelligence artificielle. Alors pourtant, dès que Frank réapparaît, Amy se réanime et désire de nouveau. Donc cette coupure avec elle-même est donc contextuelle à une situation aliénante. Alors cette vignette, cette observation tirée de la fiction, qu'est-ce qu'elle permet d'observer ? Un aspect du malaise dans la subjectivation avec des sujets que nous pouvons recevoir en clinique
qui se dissocient d'eux-mêmes pour faire face à des situations où les relations avec les autres ou avec soi sont insatisfaisantes, parce qu'elles sont neutres, réduites à leur valeur utilitaire et marchande. Il faut que ça soit utile. Il faut que ça soit utile, il faut que ça ait un intérêt. Et donc, le sujet se dissocie face à des situations de réification qui conduisent à des formes déshumanisées des conduites subjectives et sociales. Et en se dissociant, il se coupe de lui-même. Il devient donc, comme Amy, un être de surface, désincarné, qui se déconnecte en permanence. Mais en se coupant de lui-même, eh bien, le sujet, il s'efface progressivement en tant que sujet vivant, en tant qu'être vivant. Il se dévitalise. C'est-à-dire qu'il se dévitalise de tout ce qui pourrait rentrer en conflit, créer un conflit psychique. Il s'éteint. Et où se sent éteint? Et on m'a fait la remarque tout à l'heure, précisément, ça n'est pas une dépression. Une dépression, c'est effectivement une souffrance psychique, mais associée à une douleur morale, mais précisément, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance. Ici, il n'y a plus rien. C'est ça qui est absolument important à envisager, il n'y a plus rien. Donc la dépression est presque une solution à cette extinction, parce qu'en psychanalyse, on parle d'extinction pulsionnelle. Et donc, le sujet qui s'éteint avance en mode un peu zombie, fantôme. Les souffrances sont neutralisées, passent inaperçues, puisque le sujet va verser dans le neutre. Et cette dynamique-là, elle peut être précoce. Pas uniquement une dynamique adulte, mais aussi une dynamique qu'on retrouve chez les adolescents, et on va en parler. Notamment les adolescents qui rencontrent des problématiques archaïques relationnelles particulières. Donc le sujet devient un sujet sans vie, sans idéaux, sans valeur, vide, mais adaptable à une situation qu'il juge pourtant comme déshumanisante. Alors il y a une expression contemporaine pour évoquer un aspect de cette problématique, no life, être sans vie. Vous savez, c'est une personne qui consacre la majorité de son temps à des activités solitaires, souvent virtuelles, comme les jeux vidéo ou Internet, au détriment de sa vie sociale. Eh bien, ce terme, il a été également utilisé de manière péjorative pour décrire un mode de vie déséquilibré. Un autre terme est apparu dans la psychopathologie contemporaine, mais en particulier au Japon, qu'on appelle hikikomori. Pareil, des personnes des jeunes notamment, qui se recluent dans leur chambre, qui se recluent du monde social à partir du moment où celui-ci offre des enjeux. Donc ils peuvent faire des courses, faire le ménage. Là, il n'y a pas d'enjeux sociaux ou subjectifs. Mais en revanche, travailler, construire effectivement travailler, faire une scolarité, avoir une relation amoureuse, etc. Là, de tout ça, il se coupe. Et donc on est effectivement dans des configurations extrêmement d'extinction pulsionnelle qui confinent parfois au néant dont on va parler tout à l'heure. Alors, ce déséquilibre, bien sûr, a beaucoup de raisons, mais il tient aussi au fait que le sujet vit dans une société de l'abondance, mais non pas simplement des ressources qui, au contraire, se tarissent, mais des productions individuelles, que l'on retrouve par exemple dans la relation aux informations et aux contenus médiatiques qui peuvent être consultés en permanence et sur tous les supports. C'est-à-dire que le sujet, il est pris dans un flux continuel.
Donc c'est le fameux individu qui ne se débranche pas de Baudrillard, entraînant notamment un risque de débordement des limites propres. Et le sujet, il ne va plus être en mesure de trier les informations pertinentes. Donc il y a un risque de brouillage des repères habituels, des identifications, des identités, des pensées, des affects. Donc un brouillage dans l'identité. Et certains sujets, et notamment à l'adolescence, se plaignent de ne plus savoir quoi penser, de ne plus savoir quoi suivre, d'être précisément dans le brouillard, parce qu'ils sont confrontés à une sorte d'abondance de l'information. Et comme ils sont branchés en permanence à ce flux, à ces contenus, eh bien effectivement, ils sont dans cette difficulté, et notamment, phénomène accéléré, notamment avec la portabilité, comme je le disais, des systèmes d'information, en particulier du téléphone portable, qui a vu apparaître le scrolling, ce défilement ininterrompu du flux de contenu qui repose, vous le savez peut-être, mais sur le même principe que les machines à sous, toute proportion gardée. En psychologie, on va nommer ce principe la loi de l'effet. Un comportement est plus susceptible d'être reproduit s'il entraîne une récompense. Et cette récompense, elle consiste en quoi pour le scrolling ? Eh bien, en l'obtention d'une information qui va divertir, stimuler, apaiser. Et cette attente, elle est soumise, effectivement, à la loi de l'aléatoire, parce qu'il n'est jamais certain d'obtenir un contenu intéressant malgré la puissance de certains algorithmes. Alors cette compulsion, elle n'existerait pas sans la technologie du scroll infini. Elle est donc dépendante en partie de la technique. Mais il faut bien comprendre qu'elle s'insère dans un contexte très particulier où les sujets ont, du fait de ce malaise, tendance à se déconnecter. Et donc ces sujets scrollent aussi, et peut-être surtout, pour les mêmes raisons qu'ils utilisent des techniques de développement personnel. Par exemple, pour se déconnecter, se dissocier, recherchant à flotter à la surface d'eux-mêmes dans des états quasi hypnotiques, comme si le vide était recherché pour lui-même, c'est-à-dire comme s'il devenait un objet de satisfaction à part entière. Mais cette extinction conduit inévitablement à la création d'une société fantomatique, pour reprendre encore une fois l'expression d'André Breton. L'image des personnes qui regardent leur téléphone comme hypnotisées est donc un aspect d'un phénomène plus global de désubjectivation, de processus sans sujet. Et aussi, le sujet, il va s'exercer à ne plus souffrir dans un contexte où il ne peut plus être pleinement vivant. Il se coupe de lui-même, ce qu'il confronte donc à un mal-être dans la subjectivation, d'où découle également un besoin insatiable de reconnaissance, qui consiste quoi ? À attendre des autres un miroir, c'est-à-dire un retour identitaire, subjectif sur soi en tant donc que sujet. Mais en se dissociant, encore une fois, le sujet se réifie. Mais autant qu'il réifie l'autre. Et ça, c'est important, parce que l'effacement ordinaire du sujet, il s'accompagne en miroir, en retour, d'un effacement de l'autre en tant que sujet, de l'autre personne en tant que sujet. C'est encore plus visible d'ailleurs dans le numérique, qui advient alors comme un espace où l'autre peut être recherché pour correspondre exclusivement à des intérêts, c'est-à-dire de servir finalement le désir de réduire ses interlocuteurs à nos uniques attentes, dans une dimension nouvelle d'ailleurs du désir d'emprise, avec le risque de réduire les personnes à des figures virtuelles, encore une fois à des choses. Alors le ghosting, bien sûr, cette manière de mettre fin à la relation sans avertissement illustre ce phénomène. Illustre quoi, donc, ce phénomène de réification de l'autre ? L'autre ne compte pas, je peux d'un clic me séparer de lui, le bloquer,
l'évacuer. Comme si, quoi? Comme s'il n'avait jamais existé. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, encore une fois, parce que ça émerge dans un contexte. Enfin, c'est lié sans doute à un contexte, mais bien sûr que ça profite des technologies, parce que ces technologies permettent précisément de se couper de l'autre d'un clic. De la fermeture d'une fenêtre, nous pouvons évacuer l'autre. Et donc on fait quoi? On fait l'économie de la perte, mais on fait aussi l'économie du conflit psychique, c'est-à-dire on fait l'économie à la fois, encore une fois, de la séparation et de ce que l'autre est en tant que personne, autre précisément, donc de l'altérité, mais on fait également l'économie d'un conflit psychique, c'est-à-dire de cette manière de se dédoubler et de se dire mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais quel sens ça a, etc., etc. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, hein, ça. Hein. Il y a un moment donné où il y aura, j'espère, on espère, en tout cas chez les sujets, une forme de crise existentielle. D'ailleurs, il y a eu un passage historique où il y a eu, disons, un sursaut existentiel, le confinement. Parce que les gens ne pouvaient plus se déconnecter autant qu'ils ne le faisaient. Et au départ, avant qu'effectivement ils plongent dans la réalité numérique, eh bien, le fait de ne plus pouvoir se déconnecter avec les multiples tâches quotidiennes, la course effrénée qu'ils pouvaient mettre en place parmi toutes les tâches que la société leur demande, eh bien, ils se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes, confrontés à eux-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un retour du vivant, c'est-à-dire un retour effectivement de la subjectivation. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans cette société? Ça n'a pas de sens, etc., etc. Alors, de la même façon, hein, la sexualité devient une chose à consommer, évidemment, à travers des applications comme Tinder qui confrontent la sexualité comme une chose à consommer, puis à son évacuation comme déchet. Alors cette manière de réifier soi et les autres a des conséquences sur les représentations psychiques et des valeurs et des idéaux qui constituent autant de cadres internes. Alors une patiente adolescente m'exprimait, par exemple, hein, qu'il n'y a plus de beaux modèles de couple, me disait-elle. Un couple, c'est quelque chose qui ne dure plus aujourd'hui. À la moindre occasion, on s'en va, pour une simple embrouille, pour des comportements qui ne collent pas. C'est-à-dire que la patiente, ce qu'elle m'évoque, c'est une perte d'un idéal et de repères dans un monde qu'elle juge pauvre sur le plan humain. Elle se sent de plus en plus déconnectée de la société. Mais me dit-elle aussi, de plus en plus déconnectée d'elle-même. Alors cette errance ordinaire dans le processus de subjectivation ne concerne pas nécessairement une pathologie particulière. Je n'évoque pas avec vous ce que l'on peut dire aujourd'hui des organisations limites et des États limites. Je crois que précisément, ce que j'évoque avec vous aujourd'hui, c'est un effacement ordinaire de tous les sujets, quelle que soit leur organisation psychique. C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés, effectivement, à ce risque de déshumanisation, de désubjectivation. Mais il y a, dans toutes ces catégories, entre guillemets, de sujets, une psychopathologie particulière qu'on appelle état limite. Et on pourrait dire que l'effacement ordinaire du sujet inscrit dans ce malaise, et ce malaise dans la subjectivation, est une forme de paradigme pour comprendre, pour approcher les états limites. Alors, qu'est-ce que sont les états limites, disons les états limites à la française, parce que il y a beaucoup de définitions de l'état limite, mais moi je vais revenir sur ce que c'est que l'état limite pour notamment les psychanalystes français, je pense en particulier à André Green. Et moins
je ne dis pas que ça n'a pas d'utilité, hein, et je crois que ça en a une très forte, moins les états limites selon un psychanalyste américain comme Kernberg, par exemple, qui évoque effectivement des pathologies borderline qui, aujourd'hui, seraient, disons, peut-être à envisager sous l'angle de ce qu'on pourrait appeler des dissociations structurelles de la personnalité, et moins des états limites à la française. Parce que parfois, chez certains sujets, cette problématique globale de mal-être fait écho à une problématique beaucoup plus intime et plus profonde. Au-delà donc des facteurs de sociogénèse, de la sociogénèse que je vous ai présentée, nous trouvons des sujets qui présentent différentes formes de trauma. Et quand je parle des traumas, je veux parler surtout des traumas négatifs. Alors le négatif en psychanalyse, c'est pas quelque chose de désagréable, c'est l'envers du positif, c'est-à-dire qu'à la place de ce qui aurait dû se passer dans les relations originaires, rien ne s'est passé, ou ça s'est passé d'une manière insatisfaisante. Donc on parle de patients qui effectivement ont vécu tout un pan archaïque de trauma autour de carences, de trous, de vides, de manques. Et là, vous connaissez effectivement la clinique comme moi, avec effectivement des relations d'attachement insatisfaisantes, déséquilibrées, qui organisent progressivement dans l'organisation psychique, encore une fois, des vides, des manques, des trous. Donc par exemple, l'objet primaire n'a pas pu remplir sa tâche de moi auxiliaire et secourable pour l'enfant, pour des raisons donc multiples, deuil, c'est le fameux complexe de la mère morte d'André Green, hein, c'est-à-dire le parent est présent physiquement mais absent psychiquement. Il va empêcher quoi ? Le mirroring parental, c'est-à-dire la capacité de faire miroir à l'enfant, et donc l'enfant va se retrouver esseulé. C'est-à-dire qu'il va voir effectivement son parent, mais son parent ne va pas être disponible psychiquement pour lui. Donc on pense à la dépression des mères, des pères, au deuil, à la précarité sociale, aux troubles psychiques, etc. Toutes ces causes qui vont organiser, encore une fois, des traumas négatifs au sens de la psychanalyse. Alors Winnicott avait lui-même insisté sur la catastrophe psychique que constitue ainsi l'absence d'un parent qui devrait faire miroir. Ce qu'il disait, hein, c'est que le premier miroir le premier miroir de l'enfant, c'est la mère. Vous savez, hein, cette formule, que voit le bébé quand il regarde sa mère ? Ce qu'il voit, c'est lui-même, parce que sa mère lui renvoie sa propre image. C'est-à-dire que le premier, évidemment, miroir pour l'enfant, ce n'est pas le miroir poli, d'argent poli, c'est la glace, quoi, autrement dit. Hein. C'est la mère, le père, c'est-à-dire la figure d'attachement privilégiée qui vient renvoyer à l'enfant sa propre subjectivité et qui vient préformer effectivement la réflexivité. Bien, quand il n'y a plus ça, il y a un trou. Il y a un trou au niveau même de la subjectivation et au niveau de la subjectivité, au niveau, de la réflexivité. Autrement dit, de ce que certains auteurs aussi ont parlé de mentalisation comme Fonagy, etc. Donc des capacités réflexives, et donc pour se regarder en tant que sujet, encore faut-il être regardé. Et donc à la place de ce qui devrait permettre de se trouver, eh bien, on trouve un trou. Voilà. Un trou à l'intérieur de soi, c'est un gouffre, on pourrait dire du néant, qui tend, donc à l'intérieur de soi, il y a une sorte de trou, de gouffre qui nous aspire, et qui peut être la source de ce qu'on appelle un narcissisme négatif. Qu'est-ce que c'est ? C'est un narcissisme qui va plonger le sujet dans une forme d'effacement de sa propre subjectivité.
Alors, le film L'Histoire sans fin, qui m'a été... ce film, cette illustration m'a été partagée par Thomas Rabéron, qui est un collègue. Donc le film L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, inspiré du roman de Michel Ende, aide à se représenter ce qu'on appelle les logiques du néant psychique. Alors le monde fantastique de Fantasia est en effet progressivement englouti par un néant qui se présente comme une vague de rien, qui va détruire tout sur son passage et qui va laisser une béance. Et ce néant, il fait disparaître au profit du non-être. Non-être. C'est ça le négatif en psychanalyse, c'est le non-être. Les psychanalystes parlent aussi de pulsion de mort. Mais... En cela, ils matérialisent, si vous voulez, ce néant-là, ce néant tel que évoqué dans ce film-là, la néantisation psychique qui va aspirer le sujet dans un trou qui tend vers son effacement. Et à l'image de ces patients qui m'expliquent, et notamment de cette patiente qui m'expliquait avoir été aspirée par un trou noir. Elle sentait que toutes ses capacités étaient aspirées dans ce trou. Tout, pensée, émotion, capacité cognitive, etc. Et afin d'éviter de se laisser entraîner au fond de ce gouffre interne, eh bien, le sujet va mettre en place des stratégies de défense qui consistent en une, séparation radicale entre soi et son double interne, c'est-à-dire pour ne précisément plus se subjectiver. Donc c'est la fameuse déconnexion et dissociation dont nous parlons. Et le but, c'est quoi? C'est de se protéger de cet espace du néant, c'est-à-dire de ne pas pouvoir le subjectiver. Vous voyez, quand on a effectivement un trou à l'intérieur de soi, eh bien, l'objectif, c'est de ne pas le ressentir, parce que sinon, on tombe dans un abîme et on décompense. Donc, on va se relocaliser à la surface, par exemple, à la périphérie de nous-mêmes, se déconnecter de ce qui pourrait nous faire sentir vivants. Et c'est le fameux faux self de Winnicott. Et donc, on va éviter ce trou. Alors, c'est ce qu'Ellen Dutch a appelé aussi des personnalités as-if, qui présentent une pseudo-réflexivité, une pseudo-affectivité, avec une relation affective tant au monde qu'à leur propre moi, qui est largement appauvrie. Alors, ces sujets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recourir, pour exister malgré tout, parfois, souvent, à des prothèses. Et des prothèses d'un genre nouveau, et notamment des technologies. Parce que le sujet va essayer de chercher un miroir, un double, et donc il va explorer différentes formes de prothèses. Et le contexte culturel qui va caractériser l'hypermodernité, eh bien, semble à la fois favoriser les fragilités narcissiques et identitaires, mais aussi offrir un certain nombre de solutions pour y répondre, prenant donc la forme de ces prothèses psychiques. Alors, comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui fait que on va pouvoir utiliser une technologie comme une prothèse psychique à des fonctions qui ne sont pas advenues à l'intérieur de nous? Et notamment, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir créer des formes d'existence, de duplicité, de création de doubles avec la technologie, de subjectivation dans les espaces numériques? Alors, c'est toute la psychopathologie de ce que j'ai appelé le moi cyborg, parce que la raison principale, c'est que ces espaces numériques, ces technologies, sont vécus dynamiquement comme des espaces internes. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que ce sont des prolongements de notre vie psychique. On ne peut pas comprendre l'interaction des adolescents, l'attachement farouche des adolescents
avec leur smartphone si on n'envisage pas cette possibilité qu'ils les prolongent d'un point de vue psychique. Autrement dit, ce que les adolescents mettent à l'intérieur de leur smartphone, c'est eux-mêmes, bien sûr. Et donc, si je regarde ce que mon ado a écrit dans son smartphone, je rentre de quoi? Dans sa tête. Donc, ça peut être vécu comme une véritable effraction. Effraction quoi? Dans l'appareil psychique. Alors ils ne vont pas vous le dire, ils ne vont pas dire tu rentres dans ma tête. Mais c'est de ça dont on parle. C'est que si vous retirez effectivement, si vous rentrez, si vous surveillez les contenus des ados, eh bien, vous ne faites que rentrer dans la tête des ados. Donc c'est ça dont on parle, c'est-à-dire un prolongement de sa vie psychique. Et donc bien sûr que ce que vous y voyez, c'est débridé. Parce que dans votre tête, c'est débridé. Avant que ça soit socialement acceptable, les contenus psychiques que vous allez partager à un autre, par exemple, en face de vous, eh bien c'est brut à l'intérieur de moi. Et imaginez que c'est la même chose sur les réseaux numériques. Vous voyez ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est-à-dire dans leur moi. Alors pourquoi? Parce que précisément c'est ça le moi cyborg, c'est une extension de la surface psychique du moi à des technologies qui viennent nous contenir. Et donc on étend la surface de notre appareil psychique et donc on est à l'intérieur de ces espaces technologiques comme à l'intérieur de notre propre moi. Et donc pour le comprendre, je vais vous inviter à imaginer deux situations parallèles. Alors, on reprend on va se dire que on va prendre l'exemple de la situation de dispute entre deux personnes. Situation de dispute, eh bien, chez l'un et chez l'autre protagoniste, vont émerger des fantasmes qui sont liés à des pulsions agressives. J'ai envie de l'insulter, de le frapper, etc. Mais ces fantasmes, plus ou moins conscients, eh bien, vont rester cantonnés à l'intérieur de notre moi. Donc on va les avoir, mais on ne va pas les partager à notre interlocuteur. Maintenant, il faut envisager cette situation inédite sur les réseaux sociaux, dans les espaces numériques, dans laquelle la surface de notre moi va s'étendre et envelopper effectivement les espaces numériques. Eh bien, ça veut dire que vous allez être encore une fois dans les réseaux sociaux comme dans votre propre moi. Et du coup, les fantasmes contenus dans le moi dans la première situation vont se déverser dans la seconde. Alors, cette hypothèse a l'air des mondes numériques qu'on peut être tout à la fois extérieur à son corps tout en restant son inconscient à l'intérieur de son moi, et qui va organiser des formes d'intimité paradoxale, c'est-à-dire des formes intimes-extimes, s'organise pas uniquement avec les réseaux sociaux, mais avec toutes les technologies qui nous contiennent. Un exemple nous en est donné, que vous connaissez bien, les comportements débridés, notamment de violence, que l'on retrouve dans nos voitures. Tout comme à l'intérieur de notre propre moi. C'est-à-dire que comme sur les espaces numériques, eh bien, quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes à l'intérieur de votre tête. Et donc, il va y avoir effectivement un contact plus transparent avec ce qu'il y a à l'intérieur de votre moi, qui est d'habitude enveloppé dans une surface très délimitée que vous ne partagez pas. Et donc, vous allez voir tout d'un coup des gens qui montent dans la voiture et qui deviennent d'autres personnes, quoi. C'est ce qu'ils sont dans leur tête. Alors, puisqu'on me dit que j'ai dépassé le temps qui m'est... je vais juste
conclure, donc vous avez compris, procédure d'effacement, procédure approfondie d'effacement dans ce qu'on pourrait appeler les troubles limites ou les problématiques limites de la subjectivation. Pour s'en sortir, je veux exister quand même, je vais inventer des doubles, par exemple des avatars. Il vaut mieux être un paladin dans un jeu vidéo que rien du tout. Donc ce n'est pas uniquement des figures idéales, c'est aussi des figures pour exister quand on n'existe pas à l'intérieur de soi. C'est vraiment très important. Et pour s'exciter quand on est vide. Donc, prothèse, mais également conséquences sur l'espace thérapeutique et les modalités de transfert. Et je voulais conclure par ça, parce que je pense que c'est essentiel, puisque nous sommes en tant que professionnels avec cette image complètement dégoûtante, faite par une intelligence artificielle, où vous voyez des mains qui ne... J'ai demandé à ChatGPT, son DALL-E, de me faire un psy dans un cabinet heureux. Alors voilà, il m'a mis un tableau avec un dessin naïf. Alors, dans ce contexte de désubjectivation et d'effacement, nous recevons en psychothérapie quoi ? Eh bien, des patients, bien sûr, qui présentent des états de déclin affectif, de vide interne, des sensations de futilité ou d'insignifiance, de perte d'intérêt, du sentiment d'inclusion dans le monde. Ils peuvent aussi présenter un mal-être diffus et indéterminé, avec une plainte vague de se sentir perdu. Le sujet ne sait pas nécessairement qu'il souffre psychiquement, mais il peut quand même ressentir ne pas vraiment exister en tant que sujet. Alors de tels sujets peuvent aussi dire qu'ils ne croient plus en rien, qu'ils n'ont pas d'idéaux, de convictions ou de valeurs, ni même d'histoire ou de transmission. Vous voyez, la frontière avec la dépression est ténue, et d'ailleurs, l'école psychosomatique de Paris, psychanalytique, a appelé ça la dépression essentielle. Une dépression qui effectivement est alexithymique. Ils ne sont pas nécessairement donc dépressifs, mais plutôt sans vie. Donc cette forme d'inexistence, comme je disais, est liée à un mal-être social. Alors la demande de ces patients, elle est singulière. Le patient consulte, par exemple, sans véritablement investir sa demande, ni le cadre ou la relation thérapeutique. Il recherche une aide, mais paradoxalement sans vouloir ou pouvoir passer par soi ou par un autre. Et donc l'indifférence vis-à-vis du clinicien et l'effacement sont donc au cœur de la situation thérapeutique. Au lieu donc de ce qui devrait être une rencontre entre deux sujets, on observe une sorte de transfert neutre, comme si la neutralité ou la réification du sujet déteignait sur le cadre thérapeutique. Donc on n'est pas, vous voyez, on ne peut pas faire l'économie de cette problématique. Les personnes viennent nous voir, ils nous consomment. Le contre-transfert, donc, c'est-à-dire la réponse psycho-affective du thérapeute au patient, est aussi affectée. Et il faut endurer ça, c'est-à-dire que lui aussi peut être dans le vide, dans le neutre. C'est le vide dans le contre-transfert. Quelque chose se passe dans la situation thérapeutique, mais à l'envers. Mais d'autres formes de transfert peuvent apparaître chez ces mêmes sujets. Et c'est plutôt de bon aloi. En parallèle ou en continuation des transferts négatifs, et c'est ce qu'on pourrait dire des transferts par retournement, c'est-à-dire que le patient va demander au clinicien d'être un sujet à sa place, ou un miroir ou un double. Autrement dit, il lui demande d'assurer une position de sujet quand celle-ci n'est pas possible à tenir pour le patient. Donc soit il neutralise la relation, soit il vous demande d'être un sujet à sa place. Ce qui fait que, évidemment, vous allez devoir vous activer en tant que sujet, et en face de vous, vous pouvez avoir l'impression qu'effectivement, il y a un trou, un vide. Bon. Donc dans ce cadre, l'attente vis-à-vis du clinicien est d'autant plus forte dans la mesure où le sujet formule une demande d'utilité ou de remplacement. Donc on n'est pas forcément recherché en tant qu'autre sujet, mais on peut être d'emblée réduit à l'état de choses, et notamment parce qu'aujourd'hui, je pense aux psychologues qui travaillent par exemple dans les cabinets libéraux, on est trouvable sur des plateformes numériques, et donc on peut nous annuler d'un clic.
Donc, on n'est pas protégé de ce monde. Et donc, dès lors, si vous voulez, il n'est pas rare que la demande soit d'emblée orientée sur la méthode ou sur son utilité concrète. Le patient va se réduire à un symptôme ou à une souffrance tout en réduisant l'espace thérapeutique à son éradication. Donc la thérapie doit servir, absolument servir. Mais il n'est absolument pas de question d'enrichissement psychique ou d'élaboration. Il est permis de penser que certaines méthodes en psychothérapie influencent ce type de demande. Mais on peut également penser que ce sont les logiques actuelles de la société qui orientent les désirs des patients vers des méthodes simples, prêtes à l'emploi, à rebours d'une clinique de la singularité et de la complexité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je faisais des signes, je me rendais active en action par rapport à l'heure. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très riche. Ce que je pourrais retenir, parmi tout ce que vous avez dit, si on retient, les collègues poseront des questions, bien sûr. Enfin, voilà, cette question du corps numérique, corps social, cette question de vie liquide, de déshumanisation. La question d'éviter ce conflit psychique, et nous on peut le reconnaître et suivre nos adolescents, voilà, cet adolescent qui ne fait plus partie des réseaux sociaux, qui a été enlevé de façon brutale, sans qu'il y ait de conflit psychique, sans qu'il y ait d'explication, sans qu'il y ait de confrontation, et combien ça peut avoir des dégâts psychiques sur nos adolescents. Et la question de ce moi cyborg, parce que on entend combien la déshumanisation, mais si nous, on est sur la question du moi cyborg et cet espace interne, cette prolongation, avec nos adolescents, vous avez parlé de ces avatars, cet avatar qui peut être un plus pour ces adolescents. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur ces adolescents et leurs avatars et dans votre prise en charge thérapeutique? Merci. Moi, j'aime bien dire que l'avatar, c'est d'une certaine façon un nouveau paradigme pour explorer la construction identitaire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un avatar? C'est un personnage virtuel, numérique plutôt. Ça n'est pas un personnage. Enfin, ça n'est pas qu'un personnage. C'est un corps numérique, on va dire ça, un véhicule numérique qui peut être modifié de toutes les façons possibles, en fonction effectivement des supports numériques. Mais par exemple, dans certains jeux vidéo, on peut avoir un avatar numérique et auquel on va changer la voix, la taille, la corpulence, le sexe. On va lui donner un pseudo, etc., etc. Et je crois qu'aujourd'hui, précisément, le sujet contemporain, j'en parlais au départ de mon intervention, comme la réalité effectivement numérique vient presque être plus importante comme ancrage de l'identité que la réalité physique, eh bien, aujourd'hui, on pourrait dire que le sujet devient... il construit soi-même comme un avatar. Il se construit soi-même comme un avatar. Donc on pourrait, si on devait paraphraser Ricoeur, soi-même comme un autre, on pourrait dire soi-même comme un avatar aujourd'hui. Autrement dit, c'est un paradigme d'exploration de l'identité qui n'implique plus uniquement et exclusivement le corps physique. Et ça, c'est vraiment absolument essentiel. Et ça s'observe par des phénomènes de retournement qui ne sont pas à négliger, notamment dans la clinique, où par exemple, quand on construit son identité, quand on est adolescent par exemple, eh bien, donc on construit son image du corps en fonction de ce corps numérique. Et s'il ne nous convient pas,
Alors, j'ai un exemple, on peut le filtrer, bon. Et encore, s'il ne nous convient pas, on peut le transformer, donc le filtrer, le changer, faire comme si effectivement ce corps numérique était notre seconde peau, et même faire de notre seconde peau, ou tenter de faire de notre seconde peau la première peau. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler à des chirurgiens esthétiques qui me disaient que certains patients, et notamment jeunes, venaient dans leur cabinet pour leur présenter leur corps numérique filtré pour leur demander, leur demander de ressembler à ce corps numérique filtré. Voilà à quoi je veux ressembler. Ben, je veux ressembler à moi en photo, mais avec des filtres. Voilà. Donc c'est vraiment une inversion. Vous voyez, ça n'est plus je construis mon avatar en fonction de moi, mais je me construis moi en fonction de mon avatar. Et donc il y a cet incessant va-et-vient dans la construction. Nous nous construisons soi en fonction de notre avatar et nous construisons notre avatar en fonction de soi. Et donc ça a évidemment une influence sur la construction de l'identité, mais aussi sur des problématiques psychopathologiques particulières, notamment de vacillement de l'identité, de confusion identitaire, parce que quand effectivement il y a tous les possibles, quand on peut changer de sexe, de genre, qu'on peut être une autre espèce, etc., et que finalement on vit beaucoup effectivement dans les espaces numériques, eh bien, il peut y avoir effectivement des moments de confusion et pas forcément d'indifférenciation, mais de confusion et de vacillement. Ça peut renforcer effectivement les phénomènes de vacillement identitaire. Vu que l'adolescence, c'est la construction, être un lieu pour s'essayer sur tous ces différents... Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est le paradoxe des réseaux numériques, c'est qu'ils offrent à la fois ils sont à la fois des supports de désubjectivation et des supports de resubjectivation, mais exactement comme la réalité physique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas envisager effectivement les réseaux sociaux ou les réseaux numériques comme pourvoyeurs de nouvelles psychopathologies. Il faut les considérés comme pourvoyeurs de nouvelles normalités, de nouvelles psychopathologies, exactement comme la réalité physique. Pas plus, pas moins, mais différentes. Si, des questions dans la salle ? Bonjour, je peux commencer par prendre la parole. Je suis ici. Merci. Avant tout, merci pour votre présentation qui, sur cette dernière journée, permet aussi de réouvrir les réflexions. Parce que ce qui m'a marqué dans votre propos, alors étant psychologue en pratique depuis 6 ans, je pense que je me pose encore tout un tas de questions. Et votre propos a réactivé chez moi en fait une réflexion qui est d'actualité auprès d'autres collègues, qui est ce sentiment d'imposture et comment le travailler. En fait, j'ai réalisé que ce concept, ce paradigme de la désubjectification joue à ce sentiment, pour moi, d'imposture, parce que je me rends compte que le sujet va venir activer chez nous soit cette neutralité, soit ce désir de vouloir tout de suite combler son vide ou répondre à sa demande à court terme, justement de résoudre le symptôme, de lui donner satisfaction dans son désir de consommation pour ne pas être réduit à clic, à être supprimé. Et je n'avais pas conscience de ça. Donc, je comprends l'intérêt, je suis très intéressée de lire à ce sujet pour comprendre la relation, comprendre l'autre, comprendre moi, mais dans comprendre la relation, est-ce que ça peut induire dans le contre-transfert et comment justement éviter les pièges de la neutralité ou du désir de combler? Est-ce que vous auriez des ressources ou des premières informations qui pourraient m'aider à développer ça? Pardon? Pour penser la relation vraiment entre le psychologue et l'autre, est-ce que ça...
est-ce que vous avez des Il faut que vous ressources? approfondissiez parce que je vous ai suivi Pardon. tout du... non, mais c'était très intéressant, mais tout du long sur la question de l'imposture, et puis tout d'un coup, il y a un... Ah oui. Alors, en fait, c'est que dans ce sentiment d'imposture, ben là, je réalise qu'il y a peut-être aussi ce fait de travailler l'autre dans cet espace-là qui peut venir activer chez nous. Comment faire pour travailler ça avec Voilà. le sujet? C'est ça, le travailler dans la relation à l'autre, pas Oui, oui. chacun de son côté. Ok. Je vais essayer de vous répondre. Merci. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est précisément ce que je suis en train d'écrire sur la question de l'imposture. Qu'est-ce que c'est que... l'imposture, c'est effectivement une forme contemporaine du narcissisme négatif dont on parle. C'est-à-dire que, pour un certain nombre de sujets, il y a des procédures d'effacement de la subjectivité, une relocalisation à la surface et à la périphérie de soi-même, et donc, puisque le sujet n'est plus plein, n'est plus en conflit avec lui-même, il ne ressent plus finalement qu'il est vivant, il ne peut plus effectivement s'éprouver en tant qu'être vivant, donc il se vit comme désincarné, mais il ne va pas le dire comme ça, hein, parce que ça c'est déjà un stade, d'une certaine façon, avancé de l'élaboration. Donc d'une certaine façon, le syndrome Bossuur, c'est le premier stade avant une possible élaboration où le sujet va vous dire qu'effectivement, il se sent, je sais pas quoi, en échec, alors qu'il peut briller par ailleurs socialement, etc. Donc effectivement, nécessairement, quand on se relocalise à la périphérie de soi-même, on ressent une distance par rapport à soi, un trou, un vide, qui nous met en situation de vivre effectivement un sentiment d'imposture. Je ne suis pas là, les gens regardent, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Ce que je leur montre, mais ce que je leur montre, c'est pas vraiment moi, etc., etc. Donc, oui, il y a sans doute dans ces procédures d'effacement une dose d'imposture normale, de syndrome d'imposture normale du sujet, de syndrome d'imposture, c'est-à-dire le sentiment d'être dans une imposture. Alors, comment on va faire avec ces sujets quand effectivement ils sont désincarnés, dévitalisés, localisés à la surface d'eux-mêmes? Eh bien, ça dépend. Ça dépend, et là, c'est tout le sens clinique qui effectivement va faire que on réussit à c'est tout le sens clinique qui nous permet de travailler la complexité. Mais si jamais effectivement je suis devant un patient qui est à la surface de lui-même, à la périphérie de lui-même, mais derrière cette surface, il y a des traumas négatifs, je vais faire attention, je vais les contourner, je vais me servir de cette surface. Je vais incarner le sujet à cette surface. Je vais effectivement tenter plutôt de ne pas déplacer le sujet vers le fond. Je crois que moi j'ai appris quelque chose en clinique, ça m'a beaucoup servi. Avec les états limites, il ne faut pas chauffer le contenu parce que le contenant n'est pas suffisamment solide pour contenir le contenu. Bon, c'est ce dont on parle. C'est-à-dire que, comme c'est au niveau des processus que ça se joue, eh bien on ne touche pas effectivement. On est délicat dans la question des traumas, de l'histoire, des trous, des vides, alors que l'on sent, hein, on sait qu'il y a du vide, on sait qu'il n'y a rien, on sait qu'il y a précisément du néant, qu'il y a quelque chose qui aspire. On ne va pas forcément le toucher, mais on va essayer de toucher le sujet là où il peut être touché. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de procédures d'effacement du transfert. Donc vous avez raison, à l'image de l'effacement de l'autre, on est parfois effacé soi-même, donc il faut endurer et sans cesse convoquer effectivement quelque chose de plein quand il y a du vide. Donc c'est très compliqué parce que, encore une fois, en plus de ça, ces patients, ils sont en miroir, donc ils projettent beaucoup par retournement. Donc parfois, on se sent piégé dans leur propre vide, mais aussi, il faut bien se dire que le vide dans le contre-transfert, c'est aussi une manière de savoir qu'il y a du vide chez l'autre. C'est-à-dire que moi, quand je sens effectivement que je me sens vide dans le transfert, je peux faire l'hypothèse qu'effectivement, il y a quelque chose d'une béance qu'il faut que je travaille avec le sujet. Alors ensuite, si vous me posez la question de est-ce qu'on peut le travailler avec le numérique, oui.
C'est-à-dire que ces procédures de subjectivation, on peut précisément les travailler dans le numérique parce que ces sujets-là, ils s'incarnent parfois plus facilement effectivement dans le numérique qu'ailleurs. Et donc, on va les utiliser parce qu'ils sont protégés d'une certaine façon, où il y a des filtres, et notamment des filtres numériques. Donc, on va pouvoir utiliser ces matières numériques comme des procédures de revitalisation en fait, du sujet, où le sujet effectivement s'éprouve. C'est-à-dire que vous avez des sujets parfois, ils ont effectivement une vie désincarnée totalement dans la réalité physique, et puis ils sont très animés dans la réalité numérique. Et du coup, ça va être intéressant de jouer effectivement sur ce contraste. Donc on peut utiliser les matières numériques en séance, mais on peut aussi en parler. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous y faites? Quel avatar vous construisez? Bon, pas comme ça, c'est pas un interrogatoire, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Merci, le temps passe, on va pas pouvoir répondre à beaucoup de questions. Je peux. Il y avait une question en haut, il me semble. Ici. Ici. Alors, ce n'est pas une question, je vais être rapide, c'est une observation. Vous nous avez parlé donc des prolongements numériques, mais aussi de ce que pouvait être la voiture comme prolongement de soi. Et je me faisais la réflexion ce matin, en fait, en venant dans la voiture, que dans le contexte écologique, sociétal que nous avons, en ce moment, on propose, en alternative à la voiture, 2 modes. L'un que je vis, moi, en région parisienne, c'est des transports en commun surchargés où chaque personne a donc son nez collé sur ces extensions numériques de soi, mais dans un espace finalement très collectif, très corporel, avec beaucoup de pression physique. Et un autre mode que j'ai découvert ici à La Rochelle, où j'ai l'impression d'être sur une autre planète, où pour le coup, on ne peut pas regarder, en tout cas jusqu'à présent, son portable quand on fait du vélo, que les enfants, quand ils sont à l'arrière des vélos, ne regardent pas non plus des portables parce qu'il faut aussi qu'ils s'accrochent sur les côtés. Des gens qui marchent, c'est un peu plus difficile de regarder son portable. C'est de la science-fiction, là, ce que vous me racontez. Bah non, c'est à côté, là. C'est ce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois avec mes yeux de banlieusarde qui prend des transports en commun pour ne pas prendre sa voiture, qui ne peut pas se déplacer en vélo parce qu'il n'y a aucune piste cyclable continue pour aller d'un point à un autre, ou alors il faut que je roule sur les trottoirs. Et là, je suis en conflit avec les piétons qui, eux, ont aussi des portables. Bon, vous voyez l'image que je veux amener, c'est-à-dire cet outil numérique ne vient pas habiter dans un contexte d'évolution sociétale lié à l'écologie. Cet outil numérique prolongement de soi ne vient pas habiter de la même manière selon l'espace physique et les choix même qui sont faits. Hein. Ici, clairement, La Rochelle, les choix ont été faits. Pistes cyclables partout, mobilité douce, par rapport à des endroits où on vit déjà moins bien, déjà plus repliés, et où les gens sont dans des espaces de transport en commun qui amènent à cet objet numérique, qui poussent à l'usage de cet objet numérique, je trouve. Voilà, c'est une réflexion. J'ai conscience que ce n'est pas une question. Merci. Une autre question? Ah oui, c'est depuis, et ce sera la dernière. C'est vrai que la personne en haut... depuis... Ah, bah, sympa. Ah, il y a une personne en haut qui réclame depuis le début. Donc, alors, 2 questions et on répond. Et après, on arrête. Allez-y, madame. Ah bon, ok. Bah, déjà, moi, je voulais vous remercier vraiment très vivement de cette intervention. J'avais voilà, où enfin, ça fourmillait d'associations sur le mal-être de KS, Lipovetsky, l'air du vide, etc., etc. Et je voulais vous demander, un peu comme on l'a dit hier avec M. Falissard, sur aussi les évolutions de cette société numérique selon notre génération. Effectivement, on n'est pas touché de la même manière. Et je me disais, les ados qu'on rencontre là, pour certains en tout cas, vous y faisiez référence, on peut présager qu'il y a eu pour certains quand même des assises narcissiques
un peu solide, quelque chose qui constitue quand même voilà, le regard de la mère, etc., etc., et qui vont peut-être pas être happés de la même manière par ce vide numérique, etc. Et ça me faisait penser, puisque je travaille en élémentaire et maternelle, plutôt à, et là je voudrais votre avis et très inquiète, à effectivement ces mères de jeunes enfants de 3 ans, et je rejoins aussi dans le métro, etc., qui sont H24 sur elles-mêmes, jeunes mères, leur portable, et l'enfant parfois dans la poussette aussi le portable et la tablette, ou la tablette. Et là, je me dis vraiment, voilà, votre avis sur peut-être cette différence-là, qui n'est peut-être pas la même chose que le vide adolescent dont on parle là. Oui. Je garde juste en tête aussi, est-ce que finalement cette question du néant, du vide, je rencontre pas mal d'adolescents aussi dans un autre cadre, adolescents et adolescentes, qui sont beaucoup dans des agirs sexuels, etc., d'addiction, etc. Est-ce que finalement vous mettriez ça dans un en-deçà de la néantisation? Enfin, est-ce que dans un processus, finalement, les addictions, les agirs, etc., ce serait encore un peu de la vie ou pas? Enfin, voilà, ça dépend si effectivement on fait du néant. Bon, le néant, disons qu'en psychanalyse, vous voyez, c'est effectivement un peu l'équivalent de la pulsion de mort, c'est-à-dire l'aspiration au non-être. Bon. Ensuite, on utilise des prothèses psychiques aussi en fonction de sa génération. Donc les addictions sont des prothèses psychiques, très clairement, sont des moyens de s'exciter quand effectivement il n'y a plus rien. Bon. Mais les technologies sont autrement beaucoup plus personnalisées que ne peuvent l'être les addictions. Par ailleurs, ce sont aussi des moyens de symbolisation. Donc ce ne sont pas uniquement des addictions. C'est vraiment très important. Donc effectivement, on peut l'utiliser d'une manière addictive, mais ce ne sont pas des mots. Alors la question que vous posiez, parce que il faut que je me dépêche, sur la technoférence parentale, là, dont vous évoquez, il y a un terme pour ça, ça s'appelle la technoférence parentale, c'est-à-dire que effectivement la mère, le père, qui, alors que le bébé est là, met un écran entre elles et son bébé. Alors bien sûr, ça empêche le mirroring parental dont on parle, mais si c'est en permanence. Alors déjà, il y a une question de temporalité, de temps, mais si c'est en permanence, évidemment que c'est dévastateur effectivement pour le développement relationnel de l'enfant. Ça pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe pour la mère? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'elle est déroutée de sa préoccupation maternelle primaire, comme dirait Winnicott? Vous voyez, normalement, a priori, habituellement, quand on a un enfant, eh bien, effectivement, on s'en occupe parce qu'on est piégé d'une certaine façon par cette emprise de donner soin, de câliner, voilà. Bon, qu'est-ce qui déroute? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Après, l'écran, à mon avis, évidemment, est un amplificateur d'un phénomène, mais peut-être il faut d'abord se poser la question de l'indisponibilité psychique de ces mères. Par quoi? Par un contexte social, par un deuil, par une perte qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire d'interroger aussi ce qui fait qu'elle utilise effectivement l'écran comme un écran entre soi et son enfant. Parce qu'encore une fois, quand vous avez un enfant, vous ne le faites pas. Donc vous ne le faites pas parce qu'il s'anime quelque chose à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce qui fait que vous le faites? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, en permanence, vous mettez... il faut s'interroger sur effectivement la qualité de la parentalité, la qualité de la maternalité psychique, la qualité de la paternalité psychique, etc. etc. Et donc, voir un peu l'histoire des ancêtres, tout ça. Donc ça pose des questions, si vous voulez, bien plus complexes que ça n'en résout, la technoférence parentale. Merci. Alors, je suis désolée pour la personne qui est tout en haut. Où est-ce que le micro est vraiment et réponse? Ça va être très rapide, en fait. Oui. C'est comme ça? Allez-y, D'accord. allez-y. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pourriez préciser une modalité clinique dans cette nouvelle modalité transférentielle que vous décrivez? Donc, en fait, on a un sujet qui est
dans une recherche d'un prolongement total sur le versant virtuel ou numérique. La rencontre dans la cure avec le thérapeute, c'est aussi un autre prolongement. Le prolongement numérique, lui, il semblerait qu'il soit sans limite et donc satisfaire cet assujet, alors que le prolongement dans le transfert, quand vous les recevez, vous avez affaire à quelque chose d'une personne physique. Alors, est-ce que ce que vous dites, voilà, pardon, comme vous le signifiez, il y a un travail d'annulation du transfert. C'est Christophe Dejour qui parle de la pétrification du transfert en reprenant les travaux d'André Green, justement. Et est-ce que là, vous avez une modalité particulière pour essayer d'amener un prolongement à ce sujet qui ne veut pas de limite dans le prolongement numérique, et en même temps, il y a une proposition de travail dans ce nouveau transfert pour amener à ce qu'il y ait de la limite dans le cadre de la cure et de la nouvelle modalité de transfert. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est... J'avais dit court. Hein. Non, mais il me semblait que c'était court. C'est fini. D'ailleurs, ça tranche. C'est l'effacement du terme de castration. Et votre question? Merci beaucoup pour votre question. Bon, Là, effectivement. Je crois pas qu'on va... Ça nous demanderait peut-être d'y réfléchir ensemble en interstice, pendant la pause. Oui, j'ai noté votre mail. Voilà. De toute façon, vous avez une pause de 15 minutes, pas plus. Hein, et du coup, vous pouvez, monsieur, échanger du coup, pendant ce temps de pause sans passer par le mail.